La climatisation crachait un air glacial, mais j'avais l'impression que le feu brûlait juste sous ma peau. Je me tenais là, devant Damien, mon Julien, et avec lui, tout le conseil d'administration d'Apex Innovations. La grande salle de réception, autrefois bruyante, était devenue un tombeau. Mon ventre, tendu et lourd de 8 mois de grossesse, me rappelait constamment le poids de ma décision, de notre enfant qui allait arriver. J'avais l'impression que chaque battement de mon propre cœur résonnait dans ce silence assourdissant, un métronome implacable pour ce qui allait se passer. Comment en étais-je arrivé là? La question tournait en boucle dans ma tête, comme un disque rayé. Il y a quelques mois encore, tout semblait différent. Moins de lumière, moins de faux-semblants. Je me souviens de l'odeur persistante du café et du papier à la bibliothèque de la Sorbonne, où Julien et moi passions des heures à rêver grand. C'était bien avant Apex, avant que son ambition ne devienne cette machine vorace qui dévore tout sur son passage, même nous. J'ai longtemps cru en notre partenariat, en l'idée que nous bâtirions quelque chose ensemble. J'ai renoncé à ma carrière universitaire, à mes recherches en économie comportementale, pour l'aider, pour être son rock, son stratégiste de l'ombre. Il n'a pas vu ça comme un sacrifice. Il l'a vu comme acquis. Notre première rencontre, c'est une histoire pour un autre jour, pas ce ci. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé après, les débuts, quand nous étions fauchés dans notre petit appartement parisien, à la limite de Bastille et du Marais, à manger des nouilles instantanées. À l'époque, il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde à comprendre ses idées folles. J'étais son oracle, son miroir, celle qui affûtait ses stratégies avec une précision que lui-même, dans son génie parfois brouillon, ne pouvait atteindre. C'était, je ne dirais pas idyllique. Julien n'a jamais été simple, mais c'était un équilibre. Il avait cette énergie explosive, cette vision. Et moi, j'avais la patience, l'œil pour les détails, la capacité de déceler les patterns dans le chaos, ce que je savais faire de mieux. Je pouvais voir le plan là où lui ne voyait que le potentiel brut. Le mariage en lui-même était une formalité, je suppose. J'étais si absorbé par les débuts d'Apex, par l'excitation de le voir construire son empire brique par brique, que la cérémonie, le lieu, même ma robe, sont devenus flous dans ma mémoire. C'était un jour heureux, je crois. Les photos montrent que je souriais. Mais l'important, ce n'était pas les vœux, ni même l'anneau à mon doigt. C'était l'accord tacite, la promesse d'un partenariat indéfectible. J'ai longtemps, trop longtemps, cru à cette promesse. La transformation de Julien a été graduelle, insidieuse. D'abord, il a cessé de demander mon avis sur tout. Puis, il a arrêté de m'écouter vraiment. Puis, il n'a même plus remarqué ma présence. La maison, un manoir ridicule dans les hauteurs de Cannes, avec une vue plongeante sur la Méditerranée, était devenue une coquille vide, un endroit où nous nous croisions à peine, deux étrangers forcés de partager le même code postal. Mon travail à ses côtés était ma passion, ma contribution. Mais quand il a commencé à me traiter comme une belle pièce de musée, bonne à être exposée et admirée, mais jamais touchée, j'ai compris. J'étais une relique de ses débuts, une chose à ranger quand la nouvelle version, plus brillante, plus lisse, arrivait. La nouvelle version, c'était Sophie. Je ne l'avais pas vue en chair et en os avant ce soir, mais je savais tout d'elle, ses yeux d'un bleu ciel d'été, son ambition dévorante. Un reflet de Julien quand il était plus jeune, plus affamé. Sophie n'était pas une personne pour lui, elle était une validation. Une preuve qu'il était encore le disrupteur jeune et viril qu'il se croyait être, pas un homme approchant la quarantaine, sur le point de devenir père. J'avais appris la nouvelle de ma grossesse bien avant son aventure. C'était un bonheur mêlé d'appréhension. J'ai partagé la nouvelle avec lui et sa réaction, il l'a vue non pas comme une joie, mais comme une encre, un poids. Mon corps, qui avait été une source de désir pour lui, était devenu un simple vaisseau. Et mon esprit,
Celui-là même qu'il admirait tant au début était maintenant perçu comme une menace. Je l'avais soutenu. J'avais fait passer ses rêves avant les miens. Et il me traitait comme une gêne. Éléonore, la responsable juridique, qui était presque une amie, ou du moins ce qu'une personne aussi méfiante qu'elle pouvait appeler une amie, a été la première à me mettre la puce à l'oreille. Elle n'a rien dit directement, Éléonore ne le fait jamais. Mais ses regards, ses silences lourds, le petit froncement de sourcils quand elle parlait d'un voyage d'affaires de Julien qui avait étrangement coïncidé avec celui de la stagiaire du marketing, Sophie. Ça ne disait rien, et pourtant, ça disait tout. La trahison de Julien n'était pas juste une affaire de cœur brisé. C'était une insulte à notre intellect. J'avais toujours été son arme secrète, sa stratège invisible. Il me connaissait mieux que quiconque. Comment pouvait-il penser que je ne verrais pas, que je ne sentirais pas le vent tourner? C'était de l'arrogance pure, de la bêtise à l'état brut. C'est là que ma colère a commencé à se mêler à une froide détermination. Ce n'était plus une question d'amour bafoué. C'était une question de respect, de partenariat détruit, d'intérêt. Mes intérêts. Et ceux de notre enfant. J'ai commencé à fouiller. Non pas pour Sophie, elle n'était qu'un symptôme. Mais pour le cœur du problème. Ces soi-disant complications de grossesse n'étaient qu'une excuse qu'il avait inventée pour m'éloigner, pour me reléguer à ma place d'épouse tranquille et enceinte pendant qu'il se pavanait. Il croyait que j'étais fragile, brisable. Il avait juste oublié que j'étais forgé dans l'acier. Attendez, il faut que je fasse une pause ici. Toute cette histoire, ce truc avec Julien, c'était vraiment grotesque, non? Je veux dire, pensez-y, un soi-disant génie des technologies, un magnat autoproclamé qui se comporte comme un enfant gâté de 12 ans, convaincu d'être intouchable. Il pensait pouvoir faire ce qu'il voulait, au vu et au su de tous, sans aucune conséquence. Dans ma tête, je me disais, mais il est complètement fou. Il a perdu la tête. Mais peut-être que c'était le problème. Peut-être qu'il était trop vrai pour être sensé. Trop aveuglé par sa propre grandeur pour voir la réalité en face. Il s'imaginait réécrire les règles. Mais il ne faisait que répéter la plus vieille histoire du monde, celle de l'orgueil démesuré. C'était à la fois fascinant et répugnant de le voir se complaire dans cette illusion. Bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt à mon loup. J'ai relu de vieux papiers, les miens, mes recherches, mes articles sur l'irrationalité humaine, sur les biais cognitifs qui poussent les gens intelligents à faire des choses stupides. Julien était un cas d'école. Son ego était sa faiblesse la plus monumentale. J'ai commencé à construire mon propre modèle prédictif basé sur ça. Je me suis souvenu de ce jour, quelques années plus tôt, où mon père, avant de me quitter, m'avait parlé de l'investissement initial dans le fonds familial. Un investissement discret, disait-il, géré par Pierre Blackwood, notre oncle Pierre, comme nous l'appelions en famille. Un fonds destiné à me protéger, à m'assurer une indépendance. Julien, dans son arrogance, avait balayé cela d'un revers de main. Quelques vieilles rentes de famille, avait-il dit. Il n'avait jamais creusé. Jamais. Il était trop occupé à se convaincre qu'il était le seul architecte de sa fortune. Les jours suivants ont été un tourbillon. Des rendez-vous secrets. Des nuits sans sommeil. J'ai contacté Pierre Blackwood, mon oncle Pierre, président du conseil d'administration d'Apex Innovation, un homme de l'ancienne école dont la réputation était aussi solide que l'acier. Sa surprise fut palpable, mais son soutien indéfectible. Il avait toujours gardé un œil sur les petits arrangements de Julien, mais il lui fallait une preuve, un déclencheur pour agir. Mon honneur bafoué était ce déclencheur. Ma grossesse, notre enfant, l'avenir d'Apex, tout cela donnait une dimension personnelle à l'affaire, bien au-delà de la simple gestion d'entreprise. Éléonore m'a raconté plus tard ce qu'elle avait vu de son côté. Elle était là, près du bar, le regard aussi acéré que sa répartie, sirotant son gin martini. « Il a perdu la tête », m'a-t-elle dit, avec un haussement d'épaules lasse,
le visage marqué d'un dégoût à peine voilé. Pour elle, c'était une faute professionnelle impardonnable, un suicide corporatif en direct. Elle l'avait vu arriver, cette parade avec Sophie, qui ressemblait plus à une mise en scène macabre qu'à autre chose. Éléonore connaissait Julien depuis des années. Elle avait rédigé tous les contrats blindés qui avaient construit son empire. Elle l'avait vu se transformer. Elle a vu son arrogance monter en flèche, son dédain pour les règles, pour les gens. Elle a vu la manière dont la main de Julien se posait sur le bas du dos de Sophie, ce regard possessif dans ses yeux. Elle a compris que Julien ne voyait pas Sophie comme un être humain, mais comme un trophée, une preuve vivante de son pouvoir, de sa capacité à défier toutes les conventions. Pour Éléonore, qui avait une morale sans faille et une loyauté farouche envers ceux qu'elle estimait, ce spectacle était insoutenable. Elle sentait le vent tourner, mais aussi la honte pour l'entreprise et pour moi. Elle s'inquiétait pour les investisseurs, pour l'image d'Apex. Ce n'est plus de l'imprudence, Marie, m'avait-elle dit d'un ton grave. C'est de la folie. Il n'est plus guidé par la raison. Et je ne pouvais qu'être d'accord. Il était hors de contrôle. Michael Chen, le directeur financier, toujours l'air soucieux, était blanc comme un linge. Et Léonore lui a lancé un regard entendu. Ils étaient tous deux complices de mon plan, même s'ils l'auraient nié corps et âme si on les avait interrogés. Je ne leur ai pas demandé de me croire aveuglément, je leur ai donné des faits, des irrégularités, des anomalies. Et ils, un bon professionnel, ont fait leur devoir. Je me souviens de la rumeur sourde qui a traversé la salle. Julien qui frappait sa flûte à champagne avec un couteau, appelant au silence. Son sourire triomphant, presque pathétique, alors qu'il vantait les succès d'Apex. Et puis cette main, celle de Sophie, qui s'accrochait à la sienne. À l'avenir, avait-il déclaré, le regard braqué sur elle, un sourire paternel qui ne trompait personne. Ce n'était pas un toast. C'était une déclaration de guerre, une humiliation publique de notre mariage, diffusée en direct devant le monde entier. C'est à ce moment précis que les grandes portes de la salle se sont ouvertes. En ce moment même où Julien était au sommet de son hubris. Le silence qui a suivi n'était pas seulement une absence de bruit, c'était un vide, une aspiration brutale de l'air. Et c'est là que je suis entré. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, enveloppé dans une robe de velours émeraude. Une création faite sur mesure pour accueillir mon ventre, non pas comme un fardeau, mais comme une preuve de ma force, de ma maternité. Mes cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant, mon visage lavé de toute émotion visible. Je n'étais pas une femme blessée cherchant la pitié. J'étais une reine venue tenir sa cour. Avec moi, il y avait Pierre, mon oncle, le président du conseil. À mes côtés, il n'était pas un simple accompagnateur, mais un gardien silencieux, une force inébranlable. Et derrière lui, le reste du conseil d'administration, Estelle Reed, l'ancienne CEO d'un géant de la tech, le général Leclerc, avec son expertise logistique légendaire, et Kenji Sato, le représentant de notre plus gros investisseur japonais. Leur visage, un masque d'une gravité implacable. Pas un sourire, pas un signe de festivité. Ils étaient là pour un règlement de compte. La panique dans le regard de Julien quand il m'a vu, c'était une danse macabre. La couleur a fui son visage. Son sourire de victoire s'est effondré, laissant place à un ahurissement pathétique. Sophie, qui était la star de l'avenir il y a un instant, a visiblement rapetissé à ses côtés, la robe rouge vif la faisant paraître bon marché, vulgaire. Le choc, le déni, la peur. C'était délicieux, je dois l'admettre. J'ai fait un pas, puis un autre, la marche mesurée, calme, avec la grâce inébranlable de quelqu'un qui a le contrôle absolu. Les invités, un instant figés, se sont écartés comme la mer Rouge devant Moïse. Personne n'a osé me regarder en face. Mon regard, lui, était rivé sur Julien. Sophie n'était qu'une note de bas de page dans cette histoire. Mon problème, la source de la maladie, c'était lui.
Mon oncle Pierre s'est avancé légèrement, se plaçant comme un bouclier devant moi. « Marie, ma chère, tu vas bien? » a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une vraie préoccupation. « Parfaitement, mon oncle, merci. » Et là, un murmure s'est élevé dans la salle, un chuchotement collectif. « Oncle Pierre, le lien de parenté, l'ignorance crasse de Julien sur ma vie, sur ma famille, sur mes propres ressources, c'était le second coup. Julien avait toujours cru que ma famille avait une fortune modeste, quelques vieilles rentes. Il n'avait jamais fait le lien entre mon oncle Marcus et Pierre Blackwood, le titan de l'industrie, l'homme qui tenait l'avenir de sa propre entreprise entre ses mains. Ses yeux se sont écarquillés, la compréhension frappant son visage comme un marteau. « Westwood », a dit Pierre, son ton glacial, le nom claquant comme un coup de fouet. « Vous semblez être sous l'emprise de plusieurs illusions. La première est que vous ayez le moindre mot à dire sur l'endroit où ma filleule choisit d'être. La seconde, est bien plus critique, est que le confort de vos invités soit notre principale préoccupation ce soir. » Il a balayé la foule d'un geste dédaigneux. « La fête est finie. Au nom du conseil d'administration d'Apex Innovations, je demande à tout le personnel non essentiel de quitter les lieux immédiatement. Merci pour votre service. Vos voitures vous attendent. » Ce fut la débandade. Une ruée lente, désespérée, vers les sorties. 3 minutes plus tard, la salle était vide. Il ne restait que Julien et Sophie, piégés sur scène, et nous, le tribunal silencieux et imposant. Les flûtes à champagne à moitié vides, les décorations scintillantes. Tout semblait pathétique, les vestiges d'une fête brutalement interrompue. La peur de Julien s'est rapidement transformée en colère, une fureur défensive. « C'est fou, vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon entreprise, ma soirée. » Il s'est tourné vers moi, le visage déformé par la rage. « Et vous? Vous orchestrez ce cirque après tout ce que je vous ai donné? Je vous avais dit de rester à la maison. » Mon calme était inébranlable. Je le regardais non pas avec le chagrin d'une épouse trahie, mais avec la pitié détachée d'une doctoresse observant un patient en proie à une hallucination terminale. « Vous semblez confus, Julien, » ai-je dit, ma voix calme, égale, mais tranchante comme de l'acier pur. « Vous ne m'avez rien donné. Nous étions censés être partenaires. Et vous vous trompez sur la notion de chez-soi. Mon chez-moi, c'est là où résident les intérêts de ma famille. » J'ai tapoté mon ventre doucement. Et mon chez-moi, c'est avec l'héritage que mon père a confié à oncle Pierre. Un héritage qui, il s'avère, inclut une participation fondatrice de 12% dans Apex Innovation, détenue dans une fiducie aveugle à mon nom. Un fait que vous n'avez jamais pris la peine d'investiguer. Julien m'a fixé, la bouche ouverte, se refermant sans un son. Une participation de 12%. Ça faisait de moi la deuxième actionnaire individuelle après lui. Il avait toujours supposé que l'argent de ma famille était vieille école, sans importance. Il n'avait jamais imaginé que c'était tissé dans le tissu même de son succès. Il a finalement tourné son regard paniqué vers Sophie, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle n'était plus un symbole de son pouvoir, mais une preuve vivante de sa monumentale stupidité. Elle était figée, le visage pâle de terreur, une tache écarlate de honte dans une pièce soudainement dénuée de toute couleur. J'ai suivi son regard, renvoyant Sophie d'un simple mouvement des yeux. « Julien, c'est pour ça que vous étiez prêt à tout risquer? Pour une enfant qui jouait à l'adulte, vous ne m'avez pas seulement sous-estimé, vous avez sous-estimé toute votre propre vie. » Mes mots ont flotté dans l'air, aussi tranchants et précis qu'une lame de scalpel, disséquant son arrogance avec une habileté chirurgicale. Le silence de la salle vide était un poids physique. L'air et l'énergie avaient été aspirés, laissant derrière un vide où chaque mot, chaque mouvement subtil était amplifié. La rage de Julien, qui avait flambé si ardemment quelques instants auparavant, vacillait maintenant contre le mur froid et inflexible de mon calme.
Il était une supernova s'effondrant en trou noir. 12% de participation, a-t-il bégayé, les mots se coinçant dans sa gorge. C'est pas possible. Les papiers, j'ai tout vérifié. Vous avez vérifié ce que je voulais que vous voyiez, ai-je répondu, la voix fluide. La fiducie a été établie par mon père bien avant que je vous rencontre. Elle était conçue pour être discrète. Vous avez vu le nom de l'institution financière, pas le bénéficiaire. Vous étiez si absorbé par votre propre éclat que vous n'avez jamais pensé que ma famille aurait pu avoir le sien. J'ai fait un pas vers la scène, le forçant à baisser les yeux vers moi. La dynamique de pouvoir était absolue. Vous me voyez comme le Dr. Murray Thorne, l'universitaire, l'épouse calme et solidaire. Vous n'avez jamais pris la peine de regarder plus profondément. Vous n'avez jamais posé de questions sur les détails de la modeste fiducie qui a entièrement payé mes études à Stanford, qui m'a permis de subvenir à nos besoins pendant que vous codiez dans un garage, vivant de nouilles instantanées et d'ambition. Cet argent de départ, Julien, d'où pensiez-vous qu'il venait? Du ciel? Chaque question était une frappe chirurgicale, démantelant le mythe de l'homme autodidacte qu'il avait si soigneusement construit. Il avait réécrit leur histoire, se présentant comme le seul protagoniste, le visionnaire qui les avait tirés tous deux de l'obscurité. Maintenant, je restaurais le texte effacé, révélant que je n'avais pas été une passagère de son voyage. J'avais été celle qui avait pavé la route. Les yeux de Julien ont cherché une issue, mais il était encerclé. Le conseil d'administration se tenait comme des statues, leur visage impassible, leur jugement déjà prononcé. Il a tourné sa fureur vers la seule autre cible disponible. « Sortez !» a-t-il hurlé à Sophie, qui a tressailli comme si elle avait été frappée. « Ça n'a rien à voir avec vous. Sortez !» Sophie a jeté un regard effrayé de Julien à mon visage calme et scrutateur. Elle était un pion dans un jeu dont elle ne commençait que tout juste à comprendre les règles. Elle a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée, les larmes montant à ses yeux. Elle a saisi les côtés de sa robe cramoisie, s'est retournée et s'est enfuie. Ses talons claquant un rythme frénétique et désespéré sur le marbre, jusqu'à ce qu'elle disparaisse par une sortie latérale. Un spectre fugace de la colossale erreur de jugement de Julien. Il n'a même pas regardé Sophie partir. Son attention était uniquement sur moi. Alors c'est de ça qu'il s'agit, a-t-il ricané, essayant de reprendre une once de contrôle, de recadrer le récit. De l'argent, c'est un chantage. Vous découvrez que vous avez un levier et vous décidez d'orchestrer ce coup élaboré. Pourquoi? Une plus grosse compensation dans le divorce? Un léger sourire de pitié a effleuré mes lèvres. Le divorce. Oh, Julien, vous pensez toujours avec 3 coups de retard. Un divorce est une négociation entre égaux. Vous et moi ne sommes plus égaux. C'est alors que Pierre Blackwood a de nouveau parlé, sa voix un grondement grave d'autorité. Westwood, je vous suggère de cesser de parler. Vous aggravez votre position déjà catastrophique. Il m'a regardé, une question silencieuse dans ses yeux. Je lui ai fait un léger signe de tête. Il était temps. Vous voyez, Julien, ai-je continué, mon ton passant de la confrontation personnelle à quelque chose de plus froid, de plus clinique. Votre liaison, votre humiliation publique, ce n'était que le catalyseur. C'était l'insulte qui m'a finalement décidé à regarder au-delà de la blessure. J'ai été blessé, oui, mais surtout insulté que vous ayez pu penser que j'étais assez stupide pour ne pas le remarquer. J'ai commencé à faire les 100 pas lentement devant la scène. Mes mouvements étaient délibérés, ma voix ferme. J'ai commencé par les petites choses, les cadeaux clients extravagants qui n'apparaissaient sur aucun rapport de dépenses officielles, le besoin inexplicable et soudain d'une holding aux îles Caïmans. Vous m'avez toujours dit que je ne comprenais pas les complexités de votre entreprise, mais je comprends les modèles et je comprends le comportement. Et votre comportement, Julien, est devenu erratique, désespéré.
Le visage de Julien s'est crispé. Cela dépassait la trahison conjugale pour entrer dans un territoire bien plus dangereux. Je n'ai pas eu besoin d'engager un détective privé pour savoir pour Sophie, ai-je dit, agitant une main dédaigneuse. Une enfant comme ça laisse une traînée de miettes numériques d'1 kilomètre de large. Non, j'ai économisé mes ressources pour quelque chose de plus important. J'ai engagé une équipe d'experts comptables légistes, les meilleurs du secteur, des hommes et des femmes capables de trouver une virgule égarée dans une montagne de données financières. J'ai cessé de marcher et les regarder directement. Mes yeux, qu'il avait jadis trouvés si beaux, ressemblaient maintenant à des bouches de canon. Ce que j'ai trouvé, Julien, ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une grande symphonie de fraude. Le général Leclerc, l'expert en logistique du Conseil, s'est éclairci la gorge. Westwood, nous avons le rapport préliminaire. Il est détaillé. Estelle Reed, l'ancienne CEO, a ajouté d'un ton sec et direct. Projet Rossignol, ce nom vous dit quelque chose. Julien s'est figé, son sang s'est glacé. Le projet Rossignol était son secret, son fardeau, sa dernière chance, une entreprise de biotechnologie expérimentale désastreusement en sureffectif et perpétuellement défaillante. Une société qu'il avait subventionnée illégalement avec des millions d'Apex Innovation pour la maintenir à flot, convaincu que ce serait son véritable héritage. C'était un trou noir financier et il le soutenait illégalement depuis 18 mois. Il pensait que ses traces étaient parfaitement couvertes. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-il balbutié. Mais le mensonge était mince, transparent. La sueur perlant sur son front racontait la vraie histoire. J'ai secoué lentement la tête. Plus de mensonges, Julien, c'est fini. Nous savons tout. Nous savons pour les sociétés écrans. Nous savons pour les fausses factures. Nous savons pour les postes de vin des fournisseurs. Nous savons que vous avez mis à profit les actifs d'Apex pour garantir des prêts personnels à une entreprise défaillante que vous avez illégalement cachés à votre propre conseil et à vos actionnaires. J'ai fait une pause, laissant le poids de l'accusation s'installer dans l'air mort de la pièce. Vous n'avez pas amené votre maîtresse à votre fête d'entreprise pour célébrer votre succès, Julien. Vous l'avez amenée ici ce soir parce que vous étiez sur le point de fuir. Le dernier virement pour le projet Rossignol était prévu pour demain matin. Vous alliez drainer le reste du capital accessible, prendre un avion pour un pays sans traité d'extradition et laisser le cratère fumant d'Apex Innovation aux autres. Ma voix a baissé jusqu'à un murmure, teinté d'un mépris plus dévastateur que n'importe quel cri. Vous ne célébriez pas un nouvel avenir. Vous célébriez votre évasion. Mais vous n'avez pas pu résister à un dernier geste arrogant, n'est-ce pas? Vous deviez me le frotter au nez. Et ça, Julien, ai-je conclu, mes yeux se fixant dans les siens, ce fut votre erreur fatale. Le nom projet Rossignol planait dans l'air, un nuage toxique invisible. Pour Julien, c'était le son de son propre glas. Le sang a déserté son visage, laissant une lueur grisâtre et maladive sous les lumières crues de la salle de bal. Il m'a regardé, non plus comme sa femme, mais comme une procureure qui venait de présenter la preuve irréfutable et accablante. Le réseau complexe de mensonges qu'il avait tissé pendant des années venait d'être déchiré en un seul moment dévastateur. Comment? Le mot était un murmure étranglé, un halètement dans une réalité qui s'écroulait. Comment pouvez-vous savoir? Mon expression est restée d'un détachement froid, le regard d'une scientifique observant une réaction chimique prévisible. Vous semblez oublier, Julien, qu'avant d'être votre fille, j'étais une économiste spécialisée dans la modélisation comportementale. Je construis des modèles prédictifs basés sur les schémas de l'irrationalité humaine. Et votre caractéristique principale, votre défaut fatal, a toujours été votre ego monumental. J'ai simplement construit un modèle basé là-dessus. J'ai désigné le visage impassible de Michael Chen, le directeur financier qui était rentré dans la pièce et se tenait maintenant près du conseil, son visage un masque de résolution sombre. Michael et moi parlons depuis des semaines.
La tête de Julien a pivoté vers son directeur financier, un homme qu'il avait toujours considéré comme loyal, quoique timide. « Michael, vous m'avez trahi. » Michael Chen a redressé sa cravate, ses mains tremblant légèrement, mais sa voix, pour la première fois dans la mémoire de Julien, était ferme. « J'ai un devoir fiduciaire envers cette entreprise et ses actionnaires, M. Westwood. Mon devoir n'est pas envers vous personnellement, surtout pas lorsque vos actions personnelles menacent de détruire tout ce que nous avons construit. Le Dr. Thorne m'a contacté avec des irrégularités qu'elle avait signalées. Au début, j'étais sceptique, mais les schémas étaient indéniables. Les chiffres ne mentent pas. J'ai repris le fil du récit, ma voix implacable. Vous pensiez que Michael était un simple homme des chiffres, un comptable. Vous l'avez sous-estimé, tout comme vous m'avez sous-estimé. Vous avez supposé que sa peur de vous était plus grande que son intégrité. Mais face à la preuve d'un détournement systématique à grande échelle, Michael a fait le bon choix. Pierre Blackwood s'est avancé de nouveau, sa présence imposant le respect. Il a sorti un mince dossier relié en cuir de l'intérieur de sa veste. Il ne l'a pas ouvert. Le geste seul suffisait. « Le rapport d'expertise comptable est accablant, Julien, » a déclaré Pierre, sa voix dénuée d'émotion. « Nous avons des copies numériques de virements entre les comptes d'Apex et les sociétés écrans finançant le projet Rossignol. Nous avons des affidavits sous serment de 2 fournisseurs que vous avez pressurisés dans le système de potes de vin. Ils étaient plus qu'heureux de coopérer en échange d'une immunité. » Estelle Reed, la membre du conseil aux yeux perçants, a ajouté son grain de sel. Et nous avons Sophie Vance. Julien a regardé, confus. Sophie? Elle ne sait rien de mes affaires. Oh, elle en sait plus que vous ne le pensez, a dit Estelle avec un sourire narquois et sans joie. Ou plutôt, elle a plus que vous ne le pensez. Les jeunes femmes ambitieuses qui s'impliquent avec des hommes mariés puissants ont souvent une police d'assurance. Dans ce cas, c'était une sauvegarde cloud de chaque message texte et email que vous lui avez envoyé. L'esprit de Julien a tourné frénétiquement, essayant de se souvenir des détails de sa correspondance numérique. Les vantardises arrogantes, les mentions occasionnelles d'un projet secret révolutionnaire qui ferait d'eux la royauté, les plaintes concernant le conseil qui le freinait. Ce n'est que des circonstances. Ce n'est rien, a-t-il tempêté, un animal acculé montrant les dents. Du bavardage inane, ça ne prouve rien. Ça prouve le mobile et l'état d'esprit, ai-je corrigé calmement. Mais vous avez raison, ce n'était pas l'arme du crime. L'arme du crime, Julien, c'est quelque chose que vous lui avez donné vous-même, un petit cadeau. Vous vous souvenez? J'ai fait une pause, le laissant se tortiller dans le silence. Il y a quelques semaines, ai-je continué, vous lui avez donné un nouvel ordinateur portable, haut de gamme, un cadeau à votre protégé pour l'aider dans son travail. Ce que vous ne saviez pas, c'est que notre service informatique, sous l'instruction de M. Chen, vous avait déjà signalé comme un risque de sécurité interne. Chaque nouvel appareil connecté au réseau Apex, surtout un donné à une stagiaire junior sans raison discernable, est soumis à un balayage de sécurité. Sur cet ordinateur portable, est ajouté Michael Chen, sa voix gagnante en assurance, nous avons trouvé un lecteur partitionné caché. Sur ce lecteur se trouvait un seul dossier, projet Rossignol. Ai-je terminé pour lui? Le plan d'affaires complet, le prospectus de financement frauduleux, le véritable taux de consommation catastrophique et surtout, votre stratégie de sortie, avec les détails d'une nouvelle identité et un billet d'avion aller simple pour Belize, réservé pour demain après-midi. C'était un échec et mat, si complet, si total, que Julien ne pouvait rien faire d'autre que de fixer l'abîme qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Il avait été déjoué à chaque tournant. Son arrogance avait été la clé de sa propre prison. Il avait remis l'axe à ses bourreaux, l'avait aiguisé pour eux, et avait ensuite montré l'endroit sur son propre cou. La dernière pièce écrasante n'est pas venue de moi ou du conseil, mais d'une source qu'il avait longtemps oubliée. Kenji Sato, l'investisseur japonais silencieux, a parlé pour la première fois, son anglais précis et accentué.
Monsieur Westwood, a-t-il dit, inclinant légèrement la tête, mais gardant les yeux fixés sur Julien. Ma firme a investi dans Apex Innovations en raison de la technologie, mais aussi en raison de la direction. Nous avons été amenés à croire que cette direction était un partenariat entre vous et votre épouse, le Dr. Thorne. L'implication historique de sa famille était un signe de stabilité. Vos actions n'ont pas seulement été criminelles, elles ont été un profond déshonneur pour ce partenariat. Tanaka a regardé Marie. Ma firme et les investisseurs que je représente ont perdu toute confiance en votre capacité à diriger. Nous avons cependant acquis un immense respect pour la diligence et l'intégrité du Dr. Thorne. Nous soutiendrons la décision du Conseil. Le front uni était absolu. Il n'y avait aucune fissure dans leur armure, aucune voie dissidente à laquelle ils pouvaient faire appel, aucun angle à exploiter. Il avait été si concentré sur la bataille superficielle avec sa femme, si absorbé par le frisson de son aventure, qu'il avait manqué la vraie guerre qui se déroulait dans l'ombre. Une guerre pour l'âme de son entreprise, une guerre qu'il avait déjà perdue. Le poids de leur jugement collectif pesait sur Julien, une force physique qui semblait faire fléchir ses genoux. Le costume sur mesure qui lui avait semblé une armure lui semblait maintenant un linceul. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et finalement demandé Julien, la question planant dans la pièce caverneuse. C'était un plaidoyer, une question désespérée d'un roi à qui l'on venait de montrer la guillotine. Vous appelez la SEC, la police. Vous traînez le nom de l'entreprise, votre propre nom, a-t-il ajouté, me regardant dans la boue. C'est ce que vous voulez? C'était une dernière tentative pathétique de trouver un levier, de suggérer que sa destruction serait mutuellement assurée. Pierre Blackwood a répondu, son ton ne laissant aucune place au débat. Il n'y aura pas de spectacle public, Julien. Pas si cela peut être évité. La réputation d'Apex Innovation est primordiale. Nous avons une responsabilité envers nos employés et nos investisseurs légitimes. Un scandale public d'une telle ampleur serait dévastateur pour eux. Il a fait un seul pas en avant, levant la main pour devancer la lueur d'espoir dans les yeux de Julien. Ne confondez pas notre discrétion avec de la faiblesse. Vos options ce soir sont limitées à 2. Les 2 se terminent par votre exclusion complète et permanente de cette entreprise. Il a fait un geste vers Eleanor Vance, la responsable juridique, qui se tenait silencieusement, son expression indéchiffrable. Elle s'est avancée, plaçant un mince dossier et un stylo sur le bord de la scène. Option 1, et poursuivit Pierre, est la manière difficile. Je passe un appel téléphonique. Dans 10 minutes, des détectives de la division des crimes à un col blanc de la PG arriveront par cette porte. Ils vous arrêteront. Vous serez jugé pour détournement de fonds, fraude sur les valeurs mobilières et une demi-douzaine d'autres crimes. Vous passerez probablement la prochaine décennie ou plus dans une prison fédérale. Apex publiera une déclaration, dénoncera vos actions et coopérera pleinement avec le parquet. L'entreprise survivra, mais elle sera blessée. Votre nom sera synonyme de déshonneur. Julien a tressailli. Le mot « prison » était un coup physique. Option 2, a dit Pierre, sa voix baissant, est la manière propre. Dans ce dossier se trouve votre démission complète et immédiate en tant que PDG et président du Conseil. Il contient également un document transférant l'intégralité de votre participation dans Apex Innovations, soit 28% de celle-ci, à la fiducie contrôlée par Marie en restitution des fonds que vous avez détournés. Vous le signerez ce soir. Maintenant, mes actions, a étouffé Julien. C'est tout. Ça vaut des centaines de millions. C'est une fraction de ce que vous étiez prêt à voler et une misère pour les dommages que vous avez causés, a coupé Estelle Reed sèchement. Considérez-le comme une bonne affaire. Si vous signez, et continuez Pierre, vous serez autorisé à sortir par cette porte. Nous publierons une déclaration demain matin annonçant votre retraite immédiate pour raison de santé personnelle.
Nous gérerons les retombées du projet Rossignol en interne. Les autorités ne seront pas appelées. Il ne vous restera rien de cette entreprise, mais vous aurez votre liberté. Vous serez effacé de l'histoire d'Apex, mais vous ne serez pas dans une cellule de prison. Julien a regardé le dossier, puis moi. Mon visage était calme, mais mes yeux contenaient une lueur qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas de la haine. C'était une finalité profonde, presque lasse. C'était sa justice, pas la vengeance, mais un rééquilibrage de la balance. Je ne prenais pas seulement son entreprise. Je reprenais ma vie, ma sécurité, l'avenir de notre enfant, tout ce qu'il avait misé au jeu. Il savait que ce n'était pas un choix. Une vie de statut et de richesse diminuée contre une vie derrière les barreaux. Son ego a hurlé de protestation, mais son instinct de survie, le seul vrai Dieu qu'il avait toujours vénéré, est pris le dessus. Lentement, d'une main tremblante, il s'est agenouillé sur la scène. Ses genoux, vêtus de milliers de laines, ont touché le sol. C'était la posture d'un roi qui se rend. Il a tendu la main vers le stylo. Sa main tremblait si violemment qu'il pouvait à peine le saisir. Il l'a débouché et a ouvert le dossier. Le jargon juridique flottait devant ses yeux. Mais il savait ce qu'il disait. C'était l'abdication de tout son monde. D'une main tremblante, il a tracé sa signature, la signature qui avait lancé une entreprise d'1 milliard de dollars sur la ligne du bas. Puis il a fait de même sur le document de transfert d'actions. C'était fait. En 2 coups de stylo, il était passé de titan à paria. Il a repoussé le dossier loin de lui comme s'il était radioactif. Il s'est levé, ses mouvements raides, robotiques. Il était un fantôme dans sa propre salle de bal. « C'est fait », a-t-il dit, sa voix creuse. Pierre Blackwood a hoché la tête sèchement. « Éléonore, si vous voulez bien sécuriser les documents. » Éléonore a récupéré le dossier du bout des doigts. « Julien, » a dit Pierre, utilisant son prénom pour la dernière fois, « vous avez 60 secondes pour quitter le bâtiment. Votre service de sécurité a été renvoyé. Vos comptes d'entreprise ont été gelés. Un taxi a été appelé pour vous. Ne revenez pas au bureau. Ne revenez pas à la maison. Vos effets personnels seront envoyés à l'adresse de votre choix. Ne contactez plus le Dr. Thorne ni aucun employé de cette entreprise. Est-ce clair? » Julien a hoché la tête d'un seul mouvement saccadé. Il m'a regardé une dernière fois, moi, sa femme, la mère de son enfant, l'architecte de sa ruine. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Qu'y avait-il à dire? Il avait semé le vent, et maintenant il récoltait la tempête. Il s'est retourné et a quitté la scène, non pas vers la grande entrée, mais vers la sortie latérale qu'avait utilisée Sophie. Il n'a pas regardé en arrière. La figure solitaire du PDG déchu a disparu dans les ombres, laissant derrière lui l'empire qu'il avait bâti et la femme qu'il avait fatalement sous-estimée. Alors que la porte se refermait derrière lui, j'ai enfin laissé échapper un long et lent soupir que je n'avais pas réalisé retenir. J'ai posé une main sur mon ventre, un geste de protection et de promesse. La pièce était silencieuse, la bataille était terminée, l'avenir était à moi d'écrire. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une renaissance amère, mais une renaissance quand même. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur irréparable, si le prix de cette justice n'est pas trop élevé. Probablement un peu des deux. C'est la vie, non? Rien n'est jamais vraiment noir ou blanc, même dans les drames les plus flamboyants. Rien n'est parfait, mais c'est ma vie désormais, et celle de notre enfant. Et ça n'a pas de